Monsieur, cette section premium est réservée à notre clientèle d'affaires établie. Je vais vous demander de bien vouloir rassembler vos affaires et de vous déplacer immédiatement en classe économique. Immédiatement. Le mot n'avait pas glissé par accident. Il fut prononcé avec une précision glaciale, comme une directive politique maintes fois répétée. Stéphane Duval, le chef de cabine principal du vol Aéro France 723, se tenait droit dans l'allée, sa posture impeccable. Son sourire, d'une politesse professionnelle, n'atteignait jamais ses yeux tandis qu'il toisait l'homme assis au siège 3A. Le passager, Léo Wilson, leva les yeux de son journal, son expression calme et résolue. « J'ai une réservation confirmée pour le siège 3A. J'ai payé pour ce siège. Je ne bougerai pas. » Le sourire de Stéphane se crispa aux commissures de ses lèvres, tendu par une irritation à peine dissimulée. Il se pencha plus près, baissant la voix comme s'il partageait une mise à jour confidentielle de la politique de la compagnie. « Monsieur, vous êtes dans notre section affaires premium. Peut-être y a-t-il eu une confusion lors de votre réservation. » Son insistance sur le mot « premium » flottait dans l'air comme un jugement. Autour d'eux, d'autres passagers de la classe affaires jetèrent un bref coup d'œil avant de détourner le regard, leur malaise visible dans leurs yeux fuyants et leur intérêt soudain pour les fiches de sécurité. Une femme en 2B chuchota quelque chose à son mari. Un homme en 4C observait la scène avec une curiosité non dissimulée. Léo plia son journal délibérément, ses mouvements lents et mesurés. Il n'y a aucune confusion. J'ai une réservation confirmée pour le siège 3A. Voici ma carte d'embarquement. Il tendit le document, ses yeux ne quittant jamais le visage de Stéphane. Celui-ci jeta à peine un regard à la carte d'embarquement. Je comprends, mais nous avons besoin de ce siège pour l'un de nos clients prioritaires. Nous serons ravis de vous installer ailleurs dans l'appareil. Je ne bougerai pas, répéta Léo, sa voix douce mais ferme. C'est le siège qui m'a été attribué. Le vernis professionnel de Stéphane se fissura légèrement. Monsieur, je vous suggère fortement de coopérer. Nous avons des protocoles pour les passagers qui ne comprennent pas comment les choses fonctionnent ici. Ce que Stéphane Duval ignorait, c'est que dans exactement 14 minutes, Léo Wilson non seulement refuserait de bouger, mais immobiliserait au sol toute la flotte d'Aéro France et déclencherait la plus grande enquête pour discrimination de l'histoire de l'aviation. L'homme qu'il essayait de déloger du siège 3A n'était pas un passager comme les autres. Il était le fondateur et PDG de Wilson Global Investment, le plus grand actionnaire de la société mère d'Aéro France, et un homme qui avait passé sa vie à contester précisément ce type de traitement. Mais pour l'instant, Léo restait assis tranquillement, observant Stéphane Duval commettre la plus grande erreur de sa carrière professionnelle, une erreur qui transformerait non seulement un simple vol, mais l'approche de toute une industrie en matière de dignité et de respect. La cabine de la classe affaires du vol Aéro France 723 de Paris à Marseille brillait sous un éclairage tamisé. Des sièges en cuir s'inclinaient en rangées nettes, le soleil du matin se déversant à travers des hublots à moitié occultés. Les agents de bord se déplaçaient efficacement, accomplissant les routines de pré-départ, leurs sourires étudiés ne faiblissant jamais. Il était 9h42 un mardi matin, et l'atmosphère était chargée de la tension silencieuse qui accompagne souvent le prestige. Des passagers en costume sur mesure et en tenue décontractée de créateurs s'installaient dans leurs sièges, arrangeant ordinateurs portables et casques audio haut de gamme, revendiquant leur espace dans cette section exclusive de l'avion. La plupart d'entre eux prêtaient à peine attention à l'interaction qui se déroulait à la 3e rangée, bien que quelques-uns observassent avec une fascination inconfortable, témoins d'une confrontation qu'ils sentaient sur le point de dégénérer. Avant de poursuivre cette histoire vraie de pouvoir, de discrimination et de justice dans les cieux, je veux savoir d'où vous nous regardez. Laissez votre ville ou votre pays dans les commentaires ci-dessous. Et si vous croyez que la dignité ne devrait pas être négociable en fonction de l'apparence ou du statut, cliquez sur le bouton d'abonnement et donnez un j'aime à cette vidéo. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé sur le vol Aéro France 723, où un moment de discrimination était sur le point de changer à jamais toute l'industrie de l'aviation. La cabine premium du vol Aéro France 723 était l'incarnation du luxe pour les voyages d'affaires. Un éclairage d'ambiance projetait une lueur chaude sur des surfaces polies. L'air portait le parfum subtil du cuir et du café de qualité supérieure. De larges sièges moelleux étaient disposés dans une configuration spacieuse en 1-2-1, offrant à chaque passager à la fois confort et intimité. Des verres en cristal attendaient d'être remplis de champagne avant le décollage et des trousses de toilettes de marque reposaient sur chaque siège. Pourtant, malgré le confort matériel, il y avait une froideur dans l'environnement,
un code tacite sur qui appartenait vraiment à cet espace et qui n'y appartenait pas. Leo Wilson, 48 ans, était assis au siège 3 avec la confiance tranquille d'un homme qui connaissait sa valeur sans avoir besoin de l'afficher. Il portait une simple chemise grise boutonnée, un jean foncé de qualité mais sans ostentation, et une montre qui servait son but sans éclat. Ses cheveux courts étaient parsemés d'un gris distingué aux tempes, et ses yeux, actuellement fixés sur Stéphane Duval, reflétaient une vie entière de confrontations similaires. Il n'y avait aucun logo de créateur sur ses vêtements, aucune chevalière ou accessoire sur mesure pour signaler la richesse, juste un homme habillé confortablement pour voyager, dont la présence parvenait à imposer le respect sans l'exiger. Ses mains reposaient calmement sur les accoudoirs, ni sur la défensive ni agressive, simplement ancrées. Stéphane Duval, 45 ans, offrait un contraste saisissant. Son uniforme d'Aéro France était impeccable, chaque pli précis, chaque bouton fermé, sa posture militaire. Avec 18 ans d'expérience, il s'était forgé une réputation pour satisfaire les passagers d'élite, connaissant leurs préférences avant même qu'ils ne les expriment, facilitant leur voyage avec une efficacité rodée. Son sourire apparaissait et disparaissait avec un timing stratégique, et ses yeux balayaient constamment à la recherche de symboles de statut, calculant les priorités de service en fonction de la richesse visible. En ce moment même, ses yeux étaient fixés sur Léo avec un dédain à peine voilé. Le langage corporel de Stéphane en disait long, une légère inclinaison en arrière, le menton levé, une subtile distanciation physique qui transmettait son jugement plus clairement que les mots. Autour d'eux, les autres passagers formaient une galerie silencieuse. Une femme en tenue de détente de créateur faisait semblant d'étudier son téléphone tout en observant l'interaction du coin de l'œil. Un cadre d'âge moyen ajustait sa cravate, nerveusement mal à l'aise face à la confrontation, mais peu disposé à s'impliquer. Une jeune femme professionnelle leva discrètement son téléphone, l'orientant pour capturer ce qui se passait sans être évidente. L'atmosphère était chargée d'une tension tacite, le genre de tension qui surgit lorsqu'un contrat social non écrit est remis en question, lorsque quelqu'un refuse de jouer selon des règles invisibles que tous les autres ont acceptées en silence. 20 minutes plus tôt, Leo Wilson avait embarqué sur le vol Aéro France 723 sans fanfare. Il avait traversé la passerelle aux côtés d'autres passagers de la cabine premium. Son bagage à main, un simple sac à dos en cuir noir, contrastait avec les bagages de marque qui l'entouraient. À la porte de l'avion, il fut accueilli avec le salut standard réservé à la classe affaires, un sourire qui s'estompa légèrement lorsque les yeux de l'hôtesse balayèrent sa tenue décontractée. « Siège » demanda-t-elle, le traditionnel « bienvenue à bord » étant manifestement absent. « 3 » répondit Léo en désignant la gauche. Elle hocha la tête sèchement, un léger froncement de sourcils se formant avant de se tourner vers le passager derrière lui. « Monsieur Peterson. Quel plaisir de vous revoir. Votre scotch habituel vous attendra après le décollage. » Léo se dirigea vers son siège sans aide, remarquant comment les agents de bord se précipitaient pour aider d'autres passagers à ranger leurs bagages. Il plaça son sac à dos sous le siège devant lui, s'installa et observa l'examen subtil de l'équipage. Des regards rapides qui évaluaient et rejetaient, des offres de service qui ne se matérialisaient jamais. Une hôtesse passant avec des boissons de prédépart sauta son siège entièrement, bien qu'ayant établi un contact visuel. Un autre membre d'équipage vérifiant les ceintures de sécurité demanda à revoir sa carte d'embarquement, chose non demandée aux autres passagers. De petites distinctions, de minuscules frictions que la plupart ignoreraient ou attribueraient au hasard, mais Léo les remarqua toutes. Il avait connu ces micro-jugements tout au long de sa vie. D'abord en tant qu'étudiant boursier dans des institutions d'élite comme HEC Paris, puis en tant que jeune professionnel gravissant les échelons de la finance, et maintenant, ironiquement, en tant qu'investisseur milliardaire dont l'apparence ne correspondait pas aux préjugés sur la richesse. Il avait embarqué sur ce vol spécifique avec un objectif, dans le cadre du programme d'audit anonyme de son entreprise. Wilson Global Investment possédait des participations importantes dans plusieurs compagnies aériennes, et Léo voyageait régulièrement incognito pour expérimenter leurs services comme le ferait un passager ordinaire. Le vol d'aujourd'hui sur Aéro France avait été choisi après que de multiples plaintes pour discrimination eurent été déposées contre l'équipage de cette ligne, pour ensuite disparaître dans des limbes administratifs. En observant la dynamique de la cabine, il remarqua Stéphane Duval au centre, orchestrant l'attention de l'équipage vers les passagers au symbole de statut visible, bagages de créateur, montres coûteuses, visage familier des magazines d'affaires. Le traitement que Stéphane réservait à ceux qui ne présentaient pas de tels marqueurs était au mieux superficiel, au pire méprisant.
Léo ouvrit son journal et s'installa mentalement, notant chaque interaction, chaque subtile distinction dans le service. Il ne cherchait pas les ennuis, mais il ne les ignorerait pas non plus. Ses expériences lui avaient appris que la dignité n'était pas quelque chose que l'on attendait de recevoir. C'était quelque chose que l'on revendiquait par une persistance calme. Il sentit la confrontation venir avant même que Stéphane ne s'approche de son siège. Il avait vu la conversation chuchotée entre Stéphane et un autre membre de l'équipage, les regards dans sa direction, la préparation à ce qu'il considérait clairement comme une tâche désagréable. Quand Stéphane s'approcha enfin, Léo était prêt, non pas avide de conflit, mais peu disposé à céder ce qui lui revenait de droit. « Où est mon siège ?» J'ai spécifiquement demandé le 3A, comme toujours. La voix perça le murmure de la cabine comme une corne de brume, commandant l'attention, non par son volume, mais par sa pure suffisance. Nicolas Moreau, 52 ans, se tenait dans l'allée, sa stature de 1m88 remplissant l'espace avec une dominance exercée. Tout en lui annonçait la richesse et le statut, de son costume anthracite sur mesure qui coûtait probablement plus que l'hypothèque mensuelle de la plupart des gens, à ses boutons de manchette en platine et à sa mallette en cuir italien faite à la main. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, et sa montre Patek Philippe captait la lumière de la cabine alors qu'il faisait un geste impatient. « Monsieur Moreau, bienvenue à bord. » Le comportement de Stéphane se transforma entièrement, sa voix s'adoucissant avec une déférence sincère. « Nous sommes juste en train de régler un petit problème de siège. Votre siège habituel sera disponible dans un instant. » Nicolas inspecta la cabine avec l'assurance de quelqu'un qui s'attend à une solution immédiate, son regard se posant finalement sur Léo. Son expression passa de l'impatience à la confusion, puis à un mépris à peine dissimulé en l'espace de quelques secondes. « C'est mon siège, déclara-t-il sèchement, s'adressant directement à Léo pour la première fois. Ce n'était pas une question, mais une déclaration, comme si sa simple affirmation primait sur toute attribution réelle. Léo leva les yeux calmement. « D'après ma carte d'embarquement, c'est le mien aujourd'hui. » Nicolas cligna des yeux un instant, déconcerté par ce refus calme. Les gens ne disaient pas non à Nicolas Moreau, PDG de Moreau Entreprises et un homme dont les dépenses annuelles avec Aéro-France financeraient le budget de l'éducation d'une petite nation. Il y a clairement eu une erreur, dit Nicolas en se tournant vers Stéphane, comme si Léo n'était qu'un inconvénient temporaire à éliminer. J'ai eu ce siège sur chaque vol du mardi matin vers Marseille ces 3 dernières années. C'est dans mon profil. Stéphane hocha la tête avec empressement. Absolument, monsieur Moreau. Nous nous efforçons de résoudre cela immédiatement. Par résoudre, vous voulez dire que vous vous attendez à ce que je bouge malgré une réservation confirmée pour ce siège exact? Demanda Léo, son ton conversationnel mais ferme. La mâchoire de Nicolas se serra. Il se retourna vers Léo, le regardant vraiment cette fois, observant ses vêtements simples, l'absence de marqueur de statut visible, la confiance calme qui l'irritait d'une manière ou d'une autre plus que n'importe quel défi ne l'aurait fait. Avez-vous la moindre idée de qui je suis? La question échappa aux lèvres de Nicolas avant qu'il ne puisse la retenir. Le refuge classique des privilégiés face à une résistance inattendue. Non, répondit honnêtement Léo. Mais je sais que j'ai acheté un billet pour ce siège spécifique, et j'ai l'intention d'y rester. Le visage de Nicolas s'empourpra. J'ai le statut platine avec cette compagnie aérienne depuis plus longtemps que vous n'avez probablement possédé un costume. Les mots sortirent, vifs et méprisants, porteurs d'un poids de supposition sur les origines, le statut et la valeur de Léo. Plusieurs passagers à proximité se tortillèrent mal à l'aise. Une jeune femme en 2B grimaça visiblement aux commentaires de Nicolas. Un voyageur d'affaires en 4D devint soudainement très intéressé par la fiche de sécurité. « Monsieur Moreau, permettez-moi de vous offrir le siège 4A, intervint Stéphane, désespéré de désamorcer la situation. Il est identique au 3A et je veillerai personnellement à ce que vous receviez un service de vin premium gratuit pendant tout le vol. Ce n'est pas la question, lança Nicolas, sa voix montant. Mon profil indique clairement 3A, toujours. Je ne devrais pas avoir à expliquer cela. Et ma carte d'embarquement indique clairement 3A, contra Léo, sa voix toujours mesurée malgré la tension croissante. Je ne suis pas intéressé par un traitement de faveur. J'attends simplement que la compagnie aérienne honore le siège que j'ai acheté. L'impasse se prolongea. La présence de Nicolas planait au-dessus du siège de Léo comme un nuage d'orage. Sa mallette serrée dans des mains aux jointures blanches. Sa respiration audiblement tendue par l'effort de contrôler sa colère.
C'est absurde, déclara-t-il finalement. Je dépense plus d'un demi-million d'euros par an avec Aéro France. Je m'assois en 3 à tous les mardis. Tout le monde le sait. Pas moi, dit simplement Léo. Et il semble que le système de réservation non plus, puisqu'il m'a permis de réserver ce siège. L'expression de Nicolas se durcit encore, sa patience s'évaporant visiblement. Il se pencha, la voix plus basse mais l'intensité accrue. Écoutez attentivement. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous essayez de prouver, mais vous êtes sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse sur la façon dont le monde fonctionne réellement. Léo soutint son regard sans ciller. Je vous écoute. Continuez à m'expliquer comment le monde fonctionne. Le défi dans ces mots calmes était indubitable, et la cabine tomba dans un silence tendu alors que tout le monde attendait la prochaine action de Nicolas. Quel est le problème ici? La voix nette et professionnelle appartenait à Chloé Dubois, 36 ans, chef de cabine pour ce vol d'Aéro France. Elle s'approcha avec le calme mesuré de quelqu'un habitué à arbitrer les conflits, son uniforme impeccable, son expression neutre mais autoritaire. Stéphane se tourna vers elle avec un soulagement visible. Mademoiselle Dubois, nous avons un problème de siège. Le profil de Monsieur Moreau spécifie le siège 3A pour ses vols d'affaires réguliers du mardi, mais il semble que le système l'ait attribué à, il s'interrompit, jetant un œil à la carte d'embarquement de Léo. Monsieur Wilson. Chloé évalua la situation d'un rapide coup d'œil, notant l'agitation évidente de Nicolas, l'immobilité composée de Léo et le public attentif des passagers voisins. Je vois. Monsieur Wilson, je m'excuse pour ce désagrément. Son ton était professionnel, mais il y avait une différence subtile dans la façon dont elle s'adressait à Léo par rapport à la chaleur qui entra dans sa voix lorsqu'elle continua, « Monsieur Moreau, nous apprécions énormément votre fidélité. Je suis sûr que nous pouvons trouver un arrangement convenable. » Léo nota immédiatement la distinction. Il n'y a aucun désagrément de ma part. Je suis assis à la place qui m'a été assignée. Le sourire de Chloé resta figé, mais ses yeux se refroidirent légèrement. Je comprends, mais nous avons une certaine flexibilité dans nos arrangements de sièges pour accommoder nos voyageurs les plus fréquents. Êtes-vous en train de dire que les réservations de certains passagers sont moins valides que d'autres? Demanda Léo directement. Le sang-froid professionnel de Chloé vacilla un instant. Pas du tout. Nous avons simplement des protocoles pour résoudre les conflits qui donnent la priorité aux membres de notre programme de fidélité en fonction de leur niveau de statut et de leur fréquence de voyage. Je vois. Et où cette politique est-elle précisément énoncée lors de l'achat des billets? La question de Léo était pointue mais posée sans agressivité. C'est une partie implicite de notre modèle de service, répondit Chloé, moins certaine maintenant. Nicolas interrompit, sa patience épuisée. C'est ridicule. Je ne devrais pas avoir à rester là à discuter pour un siège qui a pratiquement mon nom gravé dessus. Monsieur Moreau est un membre Diamant Élite avec plus de 5 millions de miles à vie, ajouta Stéphane, comme si cela réglait entièrement la question. Léo hocha la tête pensivement. Impressionnant. Je respecte la fidélité de Monsieur Moreau à Aéro France. Cependant, cela ne prime pas sur la réservation valide que j'ai faite pour ce siège spécifique. Chloé se pencha plus près de Stéphane, lui chuchotant quelque chose d'inaudible, mais Léo en saisit des fragments. Point pas la peine de faire une scène. Trouvez une autre solution. Cauchemar de relations publiques s'il publie quelque chose. La conférence chuchotée se poursuivit avec des regards occasionnels vers Léo qui le mesurait et le rejetait. Leur supposition était écrite dans chaque regard, qu'il ne comprendrait pas les complexités des hiérarchies de statut des compagnies aériennes, qu'il finirait par céder à l'autorité, que ses protestations n'étaient qu'une capitulation retardée. Pendant ce temps, quelques rangées plus loin, une passagère nommée Manon Perrin, 29 ans, une jeune hôtesse de l'air d'Aéro France voyageant hors service, observait l'interaction avec un malaise croissant. Contrairement à ses collègues, elle reconnaissait les préjugés subtils qui se jouaient en temps réel, la déférence automatique envers la richesse visible, le mépris pour le passager moins visiblement aisé, la supposition incontestée de qui appartenait aux cabines premium. Elle croisa brièvement le regard de Léo, un air d'excuse traversant son visage. Il hocha légèrement la tête en guise de reconnaissance, sentant une alliée parmi l'équipage. Alors que la conférence chuchotée se poursuivait, l'impatience de Nicolas montait visiblement. « Je n'ai pas le temps pour ça », annonça-t-il. « Soit vous réglez ça maintenant, soit je vais devoir parler à quelqu'un qui peut prendre des décisions. » Chloé se redressa immédiatement.
Bien sûr, Monsieur Moreau. Monsieur Wilson, se tourna-t-elle vers Léo. Nous sommes prêts à vous offrir une compensation pour le dérangement, un bon pour un futur voyage et des services premium gratuits dans un autre siège. Merci, mais je décline l'offre, répondit Léo d'un ton égal. Je resterai à la place qui m'a été assignée. Le sourire professionnel de Chloé se crispa. Monsieur, nous essayons de trouver une solution raisonnable ici. La solution raisonnable serait d'honorer les attributions de siège que votre système a émises, souligna Léo. On pourrait offrir à Monsieur Moreau le même package de compensation pour qu'il prenne un autre siège disponible en classe affaires. Stéphane éclata de rire à cette suggestion, un son court et incrédule qu'il réprima rapidement. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, dit-il, oubliant complètement sa voix de service client. Alors, s'il vous plaît, expliquez-moi exactement comment ça fonctionne, demanda Léo, son calme inébranlable. Parce que de là où je suis assis, littéralement, il semble que les réservations confirmées de certains passagers soient traitées comme des suggestions plutôt que comme des contrats. La question resta en suspens, sans réponse possible sans admettre le traitement préférentiel qui était la réalité tacite de leur modèle de service. Monsieur Wilson, reprit Chloé, ajustant son approche. Je comprends votre position, mais j'aimerais vous offrir quelque chose qui pourrait arranger la situation pour tout le monde. Elle sortit une tablette de la poche de son uniforme et navigua à travers plusieurs écrans. Nous pouvons vous offrir un surclassement gratuit sur vos 3 prochains vols avec Aéro France, quelle que soit la classe tarifaire. De plus, nous ajouterons 50 000 miles à votre compte de fidélité et vous fournirons un service de repas premium quel que soit le siège où vous vous déplacerez aujourd'hui. Elle présenta cette offre avec la confiance de quelqu'un qui croyait que le problème était simplement une question de compensation insuffisante, que les principes de Léo avaient un prix, et qu'elle venait de l'atteindre. Nicolas se tenait à proximité, les bras croisés, observant la négociation avec une impatience à peine voilée. Son langage corporel communiquait une certitude absolue que cela serait résolu en sa faveur d'un moment à l'autre. Léo considéra l'offre pensivement. C'est généreux, reconnut-il. Cependant, il ne s'agit pas de compensation ou de surclassement. Alors de quoi s'agit-il ? Intervint Stéphane, sa frustration commençant à poindre. Nous vous offrons une valeur significative ici. La réponse de Léo fut mesurée. Il ne s'agit pas d'un siège. Il s'agit d'être traité avec le même respect que n'importe quel autre client payant. Il fit un geste subtil autour de la cabine. Demanderiez-vous à l'un des autres passagers de la classe affaires de bouger parce que quelqu'un d'autre préférait leur siège ? Chloé hésita, une lueur de reconnaissance traversant son visage alors qu'elle réalisait la position précaire dans laquelle il se trouvait. C'est une situation unique, offrit-elle faiblement. Vraiment ? Demanda Léo. Ou est-ce que cela arrive régulièrement aux passagers qui n'ont pas l'air d'appartenir à cet endroit selon le jugement subjectif de quelqu'un ? La patience de Nicolas craqua finalement. Pour l'amour de Dieu, prenez les miles et bougez. Certains d'entre nous ont de vraies affaires qui attendent à Marseille. Et certains d'entre nous ont des principes qui ne sont pas négociables, répondit Léo, sa voix toujours calme malgré la provocation. Ce siège n'est pas meilleur qu'un autre siège de classe affaires. Le problème est qu'on me dit que je dois bouger simplement parce que quelqu'un d'autre veut ce que j'ai légalement acheté. Quelques passagers observaient maintenant ouvertement la confrontation, certains avec des expressions mal à l'aise, d'autres avec un intérêt croissant. Une femme d'une trentaine d'années avait discrètement positionné son téléphone pour enregistrer l'interaction, sentant que quelque chose de significatif se déroulait. Chloé tenta à nouveau, sa voix plus basse comme si elle partageait une confidence. Monsieur Wilson, je comprends votre position, mais cela crée une situation difficile pour tout le monde. Monsieur Moreau est l'un de nos clients les plus précieux, et nous avons certaines obligations pour accommoder ses préférences. Et qu'en est-il de vos obligations envers moi, telles qu'énoncées dans votre contrat de transport lorsque j'ai acheté ce billet ? Contrat Léo. Le vernis professionnel de Stéphane se fissura davantage. Monsieur, vous devez comprendre que nous essayons d'être raisonnables ici, mais il y a des conséquences à perturber le processus d'embarquement. La menace, bien que voilée, était indubitable. Léo ne scia pas. Je ne perturbe rien. Je suis assis tranquillement à ma place assignée. La perturbation semble provenir de l'insistance à ce que je bouge malgré une réservation valide. Nicolas se pencha, sa voix tombant à un murmure rauque. Savez-vous ce que je pourrais faire à votre vie avec un seul coup de fil ?
Avez-vous la moindre idée de qui vous dérangez en ce moment? Léo soutint son regard fermement. Non. Et c'est précisément là le problème. Dans cette cabine, nous devrions tous être traités selon les mêmes règles, peu importe qui nous sommes à l'extérieur. La déclaration résonna dans la cabine, poussant plusieurs passagers à échanger des regards. La femme qui filmait ajusta subtilement son angle pour capturer davantage de la confrontation. Chloé reconnut la détérioration de la situation et fit une dernière tentative. Monsieur Wilson, c'est votre dernière opportunité d'accepter notre offre généreuse avant que nous soyons forcés de prendre des mesures plus sérieuses. Comme? Demanda simplement Léo. Nous avons des protocoles pour les passagers qui refusent de se conformer aux instructions de l'équipage, répondit-elle, son ton se durcissant. Léo hocha la tête pensivement. Je vois. Donc, être assis à ma place assignée est maintenant classé comme non-conformité. La question resta en suspens, soulignant l'absurdité de leur position. Ça a assez duré. Stéphane recula et prit son téléphone d'équipage. Sécurité à la passerelle. Nous avons une situation en classe à faire. Sa voix était sèche, professionnelle, mais portait un courant sous-jacent de frustration. Chloé parut alarmée. Stéphane, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Il l'interrompit fermement. Nous ne pouvons pas retarder le départ pour un seul passager non coopératif. Nicolas hocha la tête avec satisfaction, vérifiant sa montre de manière ostentatoire. Enfin, de l'action. Tout au long de l'échange, Léo resta remarquablement calme. Il n'éleva pas la voix, ne fit aucun mouvement brusque, ne manifesta aucun des comportements qui pourraient justifier une intervention de la sécurité. Au lieu de cela, il attrapa calmement son téléphone. « J'aimerais documenter ce qui se passe », déclara-t-il en activant l'application d'enregistrement vocal, puisqu'il semble que je suis sur le point d'être débarqué d'un vol pour être assis à ma place assignée. Les yeux de Stéphane se plissèrent. Enregistrer les membres d'équipage est contre notre politique. En fait, répondit Léo, j'ai examiné vos politiques avant de réserver. Il n'y a aucune interdiction d'enregistrer ses propres interactions dans un espace public tel que cette cabine. Je n'enregistre pas vos procédures opérationnelles ni n'interfère avec vos fonctions. Sa connaissance de leur politique prit clairement Stéphane au dépourvu. Alors que les agents de sécurité entouraient Léo, il sentit une oppression familière dans sa poitrine. Pas de la peur pour lui-même, mais de l'inquiétude pour ce que sa capitulation signifierait pour d'innombrables autres qui feraient face à un traitement similaire sans ses ressources ou sa plateforme. Pendant un bref instant, il envisagea la voie la plus facile, se déplacer vers un autre siège, éviter la confrontation, continuer son audit tranquillement. Mais le souvenir des funérailles de sa mère et de l'humiliation qu'il avait endurée lui revint en mémoire. Non, pensa-t-il, pas cette fois. En quelques minutes, Marc Lefebvre, 40 ans, chef de la sécurité de l'aéroport, apparut à l'entrée de la cabine, flanqué de 2 agents en uniforme, grands, larges d'épaules, avec les yeux hypervigilants de quelqu'un entraîné à évaluer les menaces. Instantanément, Marc inspecta la scène avec un détachement professionnel. « Quelle est la situation ?» demanda-t-il à Chloé délibérément, gardant sa voix neutre. Stéphane s'avança. Ce passager, il désigna Léo, refuse de se conformer aux instructions de l'équipage concernant les arrangements de siège. Marc se tourna vers Léo, qui restait assis, les mains visibles, l'expression calme. « Monsieur, l'équipage de vol a autorité sur toutes les attributions de siège. S'ils vous ont demandé de changer de siège, vous devez vous conformer. » Ce n'est pas tout à fait exact, répondit Léo d'un ton égal. L'équipage a autorité pour réattribuer les sièges pour des raisons de sécurité opérationnelle ou d'équilibrage. Aucune de ces raisons ne s'applique ici. J'ai une réservation confirmée pour le siège 3A, que j'ai acheté légalement. On me demande de bouger uniquement parce qu'un autre passager veut mon siège. Marc fronça légèrement les sourcils, jetant un coup d'œil à Chloé pour confirmation. C'est un peu plus compliqué, se déroba-t-elle. Monsieur Moreau est un membre diamant élite avec des préférences de siège spécifiques dans son profil. Je vois, dit Marc lentement. Monsieur, bien que je comprenne votre position, si vous refusez de vous conformer aux instructions de l'équipage, nous devrons vous débarquer de l'avion. Léo hocha la tête, son expression sérieuse mais pas conflictuelle. Je comprends que c'est votre protocole. Cependant, avant de continuer, j'aimerais clarifier.
Suis-je débarqué parce que j'ai violé un règlement réel ou parce que je refuse de céder mon siège légalement acheté à un autre passager, uniquement sur la base de son niveau de statut? La question était formulée avec précision pour souligner les implications troublantes, et Marc reconnut immédiatement le problème. On lui demandait d'appliquer non pas des protocoles de sécurité ou des réglementations légales, mais un système de traitement préférentiel qui n'avait aucune base légale réelle. Nicolas intervint avec impatience. C'est absurde. Je n'ai jamais connu un service aussi médiocre. Je parlerai à Jean-Luc de toute cette débâcle. La référence désinvolte au PDG de la compagnie aérienne par son prénom était clairement destinée à rappeler à tous ses relations. De son siège, plusieurs rangées en arrière, Manon Perrin avait observé avec un malaise croissant. Finalement, elle se leva et s'approcha du groupe, sa carte d'identité d'Aéro France visible sur son cordon. « Excusez-moi, dit-elle doucement. Je suis un membre d'équipage hors service. Peut-être que je peux aider. » Stéphane se tourna vers elle avec une irritation visible. « Cela ne vous concerne pas. Veuillez retourner à votre siège. » En fait, persista Manon, je pense qu'il y a quelque chose d'important que nous négligeons. Notre manuel de politique stipule explicitement que les attributions de sièges confirmés ne peuvent être modifiées que pour des raisons de sécurité opérationnelle ou d'équilibrage. Elle regarda directement Marc. La préférence de statut d'un passager n'est pas répertoriée comme une raison valide pour une réattribution involontaire. L'expression de Stéphane s'assombrit. Manon, ce n'est pas ton vol. Retourne à ton siège maintenant. Marc leva une main, considérant le point de Manon. Est-ce exact? Parce que je ne peux pas débarquer un passager qui ne viole aucun règlement réel. L'atmosphère dans la cabine avait changé. D'autres passagers observaient maintenant ouvertement et plus d'un téléphone enregistrait l'interaction. Le sentiment d'un examen public était palpable, et avec lui venait la réalisation inconfortable que cet incident pourrait facilement devenir viral s'il était mal géré. Léo, qui était resté calme tout du long, prit à nouveau la parole. Je n'ai aucun désir de créer une scène ou de retarder ce vol. Je veux simplement être traité avec le même respect que n'importe quel autre passager qui a acheté un siège dans cet avion. Marc hocha la tête lentement, réévaluant la situation. Laissez-moi passer quelques appels. Alors que Marc s'éloignait pour consulter ses supérieurs, Léo plongea la main dans son sac à dos et en sortit un petit portefeuille en cuir. Il en tira une carte platine, le plus haut niveau du programme de fidélité d'Aéro France. Puisque le statut semble être le problème central ici, je devrais peut-être clarifier quelque chose, dit-il doucement, tendant la carte à Chloé. Je suis client d'Aéro France depuis plus de 15 ans. Cette carte représente environ 8 millions de miles parcourus. Chloé fixa la carte en état de choc, puis Léo, puis de nouveau la carte. Le niveau platine était uniquement sur invitation, réservé aux clients les plus importants de la compagnie aérienne. Stéphane se pencha pour vérifier, son expression passant rapidement du scepticisme à la confusion, puis à l'alarme. « Mais vous n'avez pas présenté cela lors de l'embarquement » balbutia Chloé. « Non, acquiesça Léo. Parce que je ne devrais pas avoir à le faire. Chaque passager mérite un traitement respectueux, quel que soit son statut, son niveau ou son apparence. » Nicolas, apercevant la carte platine, vacilla visiblement pour la première fois. « Attendez. Vous êtes membre platine? Alors pourquoi êtes-vous si difficile à ce sujet? Vous comprenez sûrement comment ces choses fonctionnent. » Je comprends exactement comment ces choses fonctionnent, répondit Léo. C'est précisément pourquoi je prends cette position. La révélation provoqua un changement de pouvoir subtil mais significatif. Les membres de l'équipage échangèrent des regards incertains, leur confiance en leur position clairement ébranlée. À ce moment, une nouvelle silhouette apparut à l'avant de la cabine. Patrick Martin, 57 ans, vice-président de l'expérience client d'Aéro France, qui se trouvait voyager sur ce vol. Grand, les cheveux argentés, avec le charme exercé d'une carrière passée dans les relations clientèles exécutives. Patrick inspecta la scène avec une inquiétude visible. « On m'a informé que nous avions une situation, dit-il, s'approchant du groupe avec un sourire professionnel qui n'atteignait pas ses yeux. Peut-être que je peux aider à la résoudre. » Chloé le briefa rapidement à voix basse, lui montrant la carte platine de Léo avec une confusion évidente. Patrick se tourna vers Léo, lui tendant la main. « Monsieur Wilson, je m'excuse pour ce désagrément. Je suis Patrick Martin, VP de l'expérience client.
Léo lui serra la main mais resta assis. Monsieur Martin, j'apprécie votre intervention, mais je suis préoccupé par ce qui se passe ici. Patrick hocha la tête avec sympathie. Je comprends parfaitement. Laissez-moi vous assurer qu'Aéro-France valorise tous ses clients, en particulier nos membres platine. Nous allons arranger ça immédiatement. C'est exactement ma préoccupation, répondit Léo. L'implication que cette situation serait gérée différemment si je n'étais pas membre platine. Le sourire de Patrick vacilla légèrement. Monsieur Wilson, bien que nous respections tous nos clients, nous avons certains protocoles pour nos partenaires les plus précieux. Et ces protocoles incluent le déplacement d'autres passagers de leurs sièges assignés? Demanda Léo. Patrick hésita, pris entre la politique de l'entreprise et la nature de plus en plus publique de cette confrontation. Il était parfaitement conscient des téléphones qui enregistraient, du public attentif, du potentiel désastre de relations publiques qui se déroulait. C'est un équilibre complexe, offrit-il diplomatiquement. Nous essayons de répondre aux besoins de chacun tout en reconnaissant différents niveaux de fidélité. Soyons clairs, dit Léo, sa voix toujours calme mais portant une résolution indubitable. Je ne suis pas intéressé par un traitement de faveur à cause de cette carte. Je suis intéressé par un traitement égal pour chaque passager, quel que soit son statut ou son apparence. Le fait que votre personnel était prêt à me débarquer de mon siège légitime jusqu'à ce qu'il voie cette carte est profondément troublant. Patrick se sentit mal à l'aise, reconnaissant le terrain dangereux sur lequel il s'aventurait. Monsieur Wilson, peut-être pouvons-nous discuter de vos préoccupations en privé après avoir résolu le problème de siège immédiat. Le problème de siège est résolu, déclara Léo fermement. Je suis dans mon siège assigné, où je resterai pour ce vol. Patrick se tourna vers Nicolas, qui avait observé cet échange avec la prise de conscience croissante qu'il pourrait ne pas gagner cette bataille. Monsieur Moreau, je m'excuse sincèrement pour cette situation. Si vous me le permettez, j'aimerais vous offrir le siège 1A aujourd'hui, qui est en fait notre position à faire premium avec plus d'espace pour les jambes, ainsi qu'un service de champagne gratuit et un bon pour un futur voyage. Nicolas, sentant la dynamique changeante et l'attention du public, hocha la tête à contre-cœur. Bien, mais c'est inacceptable. Je n'ai jamais été traité de cette façon sur Aéro-France. L'ironie de sa déclaration, compte tenu de ce que Léo venait de vivre, n'échappa pas aux passagers observateurs, dont plusieurs échangèrent des regards entendus. Alors que Patrick escortait Nicolas vers son nouveau siège, la crise immédiate semblait résolue. Mais Léo savait, comme tous ceux qui avaient assisté à l'échange, que ce n'était pas fini. C'était, en fait, juste le commencement. Alors que la cabine se calmait après la confrontation, Léo resta au siège 3, extérieurement calme, mais intérieurement en train de calculer. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à un tel traitement, ni une rencontre imprévue. La confrontation, bien que non orchestrée, avait été anticipée comme une possibilité lors de son audit anonyme de la culture de service d'Aéro-France. Derrière son expression composée, l'esprit de Léo travaillait méthodiquement, évaluant la situation, non pas avec colère, mais avec une précision stratégique. Il observait les interactions de l'équipage avec les autres passagers, notant comment les schémas de service changeaient en fonction du statut perçu. Il regarda Stéphane éviter le contact visuel en servant sa section. Nota comment Chloé vérifia Nicolas 3 fois en 10 minutes. Le comportement de l'équipage racontait une histoire au-delà de ce simple incident. Il révélait une culture de préjugés enracinés qui imprégnait leur modèle de service. Probablement invisible pour ceux qui en bénéficiaient, mais flagrante pour ceux qui en étaient les victimes. Léo vérifia discrètement son téléphone, envoyant une série de messages textes codés à son équipe chez Wilson Global Investment, protocole 7 en cours. Documentation active. Attente du calendrier. Ce n'était pas une colère impulsive. C'était une réponse mesurée basée sur une préparation minutieuse. Léo avait développé ses protocoles après des décennies d'expériences similaires, non seulement en voyage aérien, mais tout au long de son parcours depuis une enfance dans une banlieue ouvrière de Paris jusqu'à HEC Paris et les échelons supérieurs de la finance mondiale. Il se souvint d'un incident 15 ans plus tôt où, bien qu'étant un banquier d'affaires prospère, il avait été débarqué de la première classe parce que l'équipage ne pouvait pas vérifier l'authenticité de son billet. L'humiliation l'avait marqué, non pas parce qu'il désirait le luxe, mais parce que le jugement implicite sur qui appartenait à cet endroit représentait quelque chose de plus profond sur la société française.
Quand il fonda Wilson Global Investment et commença à acquérir des participations dans de grandes entreprises, Léo prit un engagement personnel, il utiliserait sa position non seulement pour le profit, mais pour la transformation. Son programme de voyages anonymes devint une pierre angulaire de cette mission, voyageant commercialement sans annonce ni entourage, expérimentant le service tel qu'il existait réellement, plutôt que la perfection chorégraphiée présentée aux VIP connus. Alors que le vol 723 se préparait au départ, l'attention de Léo se déplaça temporairement du comportement de l'équipage vers une préoccupation plus immédiate. Par son hublot, il remarqua quelque chose d'inhabituel sur l'aile. Une petite mais distincte traînée de fluide près de l'un des capots moteurs, captant la lumière du matin avec un éclat huileux. Il appuya sur le bouton d'appel, auquel Stéphane répondit avec une réticence visible. Oui. Le ton de Stéphane restait professionnellement distant. Il semble y avoir une fuite de liquide près du capot moteur gauche, dit Léo doucement, en montrant son hublot. Il serait peut-être bon que la maintenance vérifie avant le décollage. Stéphane jeta un coup d'œil superficiel par le hublot. C'est de la condensation normale, monsieur. Rien d'inquiétant. Léo insista doucement. J'ai parcouru plus de 8 millions de miles, monsieur Duval. Cela ne ressemble pas à de la condensation pour moi. La couleur et la viscosité suggèrent un fluide hydraulique. Je le noterai, répondit Stéphane d'un ton méprisant, interprétant clairement l'observation comme une tentative d'un passager d'affirmer ses connaissances ou de retarder le vol. Alors que Stéphane s'éloignait sans vraiment répondre à la préoccupation, Léo envoya un autre texto à son équipe, possible problème de maintenance identifié. Équipage dédaigneux. Documentation du calendrier. Il ne créait pas de problème. Il les identifiait. Et la réponse de la compagnie aérienne, ou son absence, devenait partie d'un schéma troublant qui s'étendait au-delà du service client jusqu'à des implications potentielles pour la sécurité. Alors que l'embarquement se terminait et que les portes de la cabine se fermaient, Léo continua de surveiller la traînée de fluide sur l'aile. Ce qui avait commencé comme une petite ligne s'était maintenant étendu à une tache plus préoccupante, sa couleur ambrée distinctement différente de la condensation normale. Une fois de plus, il appuya sur le bouton d'appel. Cette fois, Chloé répondit. « Comment puis-je vous aider, monsieur Wilson ?» Son ton était professionnellement cordial mais sur la réserve. « Je suis toujours préoccupé par cette fuite de liquide près du moteur, » expliqua Léo en désignant le hublot. Elle s'étend et semble être du fluide hydraulique plutôt que de la condensation. Chloé se pencha pour regarder, son expression changeant légèrement en enregistrant la traînée ambrée. « Je vais en informer le commandant de bord, » dit-elle plus sérieusement cette fois. En quelques minutes, la voix du commandant Harris retentit dans l'interphone. « Mesdames et messieurs, nous avons été informés d'une préoccupation de maintenance potentielle que nous devons vérifier avant le départ. C'est strictement préventif, mais la sécurité est notre priorité absolue. Nos mécaniciens effectueront une brève inspection, qui ne devrait prendre que quelques minutes. Nous vous remercions de votre patience. » Les passagers échangèrent des regards, certains agacés par le retard, d'autres préoccupés par la nature du problème de maintenance. Nicolas, depuis son nouveau siège en AA, jeta un regard suspicieux vers Léo, supposant clairement qu'il s'agissait d'une forme de représailles pour le différend de siège. 20 minutes plus tard, Philippe Bernard, 44 ans, un mécanicien principal, monta à bord de l'avion et s'approcha du cockpit. Après une brève consultation avec le commandant, il traversa la cabine en direction du siège de Léo. « Monsieur, » dit Philippe doucement, « pourriez-vous me montrer exactement ce que vous avez remarqué ?» Léo montra du doigt la traînée de fluide maintenant significative par le hublot. « Ça a commencé comme une petite ligne il y a environ 40 minutes et ça s'est lentement étendu. La couleur et la viscosité me suggèrent un fluide hydraulique, peut-être du système de commande des ailerons, vu son emplacement. » Les sourcils de Philippe se haussèrent légèrement à l'évaluation technique. Il étudia la traînée attentivement, puis hocha la tête. « Vous avez absolument raison. C'est du fluide hydraulique et il ne devrait pas être là. Puis-je vous demander votre parcours, monsieur ? J'ai passé un peu de temps en ingénierie aérospatiale avant de passer à la finance, expliqua simplement Léo. Philippe hocha de nouveau la tête, puis se tourna vers Chloé, qui était restée à proximité. Nous devons débarquer immédiatement et changer d'avion. C'est une fuite de fluide de classe 2 affectant des surfaces de contrôle critiques. Le sang-froid professionnel de Chloé se fissura légèrement. Est-ce grave ? Assez grave pour que cet avion ne vole pas aujourd'hui,
répondit fermement Philippe. Si cela était passé inaperçu en vol, il ne termina pas sa phrase, mais son expression transmit la gravité de la situation. Alors que Philippe confirmait la gravité de la fuite hydraulique, un frisson parcourut l'échine de Léo, qui n'avait rien à voir avec la température de la cabine. La prise de conscience était stupéfiante. Son refus de bouger n'avait pas seulement été une question de dignité. Il avait potentiellement sauvé tout le monde à bord d'un désastre. La pensée de ce qui aurait pu arriver s'il avait cédé son siège fit légèrement trembler ses mains. La seule fissure visible dans son extérieur composée de toute la journée. L'annonce arriva quelques minutes plus tard. Tous les passagers devraient débarquer pendant qu'un avion de remplacement était préparé. Le retard estimé serait d'au moins 2 heures. Alors que les passagers rassemblaient leurs affaires, l'ambiance dans la cabine changea. Ce qui avait commencé comme une confrontation inconfortable à propos d'un siège avait évolué en quelque chose de bien plus significatif. Le passager qu'ils avaient essayé de déplacer avait potentiellement identifié un grave problème de sécurité qui aurait pu être négligé. Patrick Martin s'approcha de Léo alors que le processus de débarquement commençait. « Monsieur Wilson, je tiens à vous remercier personnellement pour votre vigilance. Notre équipe de maintenance confirme qu'il s'agissait bien d'une fuite hydraulique qui aurait pu devenir critique en vol. Je suis heureux qu'elle ait été identifiée avant le décollage, répondit simplement Léo. Bien que je sois préoccupé par le fait qu'elle ait été initialement rejetée comme de la condensation normale lorsque je l'ai signalée pour la première fois. » L'expression de Patrick se crispa. C'est troublant. Je vais devoir enquêter là-dessus. Puis-je vous demander comment vous étiez si certain que c'était du fluide hydraulique? L'expérience et l'observation, dit Léo, quelque chose qui devrait être valorisé, peu importe de qui ça vient. Le lien implicite entre le rejet par l'équipage de ses droits de siège et le rejet de sa préoccupation pour la sécurité n'échappa pas à Patrick, dont le malaise était visible. Monsieur Wilson, j'ai l'impression que nous avons mal commencé aujourd'hui. Peut-être que pendant que nous attendons l'avion de remplacement, nous pourrions avoir une conversation plus constructive sur votre expérience avec Aéro-France. Léo hocha la tête. J'apprécierais cette opportunité, monsieur Martin. J'ai quelques observations qui pourraient être précieuses à partager. Alors que les passagers se rassemblaient dans la zone d'attente du terminal, Léo et Patrick trouvèrent un coin relativement privé pour poursuivre leur conversation. Monsieur Wilson, permettez-moi d'abord de réitérer mes excuses pour votre expérience aujourd'hui, commença Patrick, son ton professionnellement contrit. Ce n'est clairement pas représentatif du service qu'Aéro-France aspire à fournir. Ne laisse pas, pourtant? Demanda Léo doucement. Parce que d'après mon observation, c'est précisément représentatif de la façon dont votre équipage traite les passagers en fonction de leur apparence plutôt que de leur statut réel ou, plus important encore, de la dignité humaine de base. Patrick se sentit mal à l'aise. Nous avons des politiques de non-discrimination strictes. Les politiques sur papier ne signifient rien lorsque la culture les contredit, interrompit Léo doucement. Laissez-moi partager quelque chose avec vous. Il raconta un incident survenu 20 ans plus tôt. Comment, en tant que jeune professionnel noir se rendant aux funérailles de sa mère, il avait acheté un billet en première classe pour s'assurer de pouvoir se reposer pendant le long vol après des jours sans sommeil. L'agente à la porte d'embarquement m'a jeté un regard, jeune, noir, vêtu de vêtements qui n'étaient pas de marque de créateur, et a immédiatement remis en question mon billet. « Êtes-vous sûr d'être à la bonne porte » a-t-elle demandé. J'ai montré ma carte d'embarquement. Elle a appelé son superviseur. Ils m'ont fait mettre de côté pendant que d'autres passagers embarquaient, me regardant comme si j'essayais de me faufiler dans un espace que je n'avais pas payé. Patrick écoutait, son malaise visible, mais son attention sincère. Quand ils m'ont finalement laissé embarquer, poursuivit Léo, quelqu'un avait déjà reçu mon siège. J'ai été déplacé à l'arrière de l'avion entre 2 passagers. Je suis arrivé aux funérailles de ma mère, épuisé, humilié et en retard. Je suis vraiment désolé d'apprendre que cela vous est arrivé, dit Patrick. Ce n'était pas seulement cet incident, expliqua Léo. C'est le schéma, les petites indignités constantes. Être suivi dans les salons de première classe, avoir des agents de bord qui vérifient à plusieurs reprises ma carte d'embarquement alors que des passagers blancs passent sans être interpellés. Être servi en dernier ou parfois pas du tout. Chaque incident individuel semble assez petit pour être ignoré, ce qui est exactement ce qui se passe lorsqu'ils sont signalés. Patrick hocha la tête lentement, la reconnaissance poignant dans ses yeux. Je me suis promis ce jour-là, aux funérailles de ma mère,
que si j'avais un jour le pouvoir de changer ce système, je le ferais, continua Léo. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont été regardés et immédiatement jugés comme n'appartenant pas. Il fit une pause, réfléchissant à ce qu'il allait révéler. Monsieur Martin, je n'annonce généralement pas cela lorsque je voyage, mais je crois que le contexte est important pour notre discussion. Je suis Léo Wilson, fondateur et PDG de Wilson Global Investment. Les yeux de Patrick s'écarquillèrent alors que la reconnaissance s'installa. Wilson Global Investment était une société de gestion d'actifs de 170 milliards de dollars avec des participations importantes dans de multiples industries, y compris, réalisa soudain Patrick, la société mère d'Aéro France. Nous possédons environ 37% des actions en circulation d'Aéro France, poursuivit Léo calmement, ce qui fait de nous votre plus grand actionnaire unique. Patrick pâlit visiblement. Je n'en avais aucune idée. C'est intentionnel, expliqua Léo. Je voyage anonymement dans le cadre de notre programme de responsabilité d'entreprise. J'expérimente votre compagnie aérienne comme le ferait un passager ordinaire, pas comme quelqu'un recevant le traitement VIP chorégraphié qui masque la culture réelle de votre organisation. Monsieur Wilson, je ne sais pas quoi dire, balbutia Patrick. Vous n'avez rien besoin de dire pour l'instant, répondit Léo. Mais vous devez écouter. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas un incident isolé. D'après notre programme d'audit sur plusieurs vols et lignes, c'est un schéma qui reflète un problème culturel profondément enraciné chez Aéro France. Il sortit une tablette de son sac à dos et ouvrit un dossier sécurisé. Ce sont des incidents documentés des 6 derniers mois seulement. Tous signalés par les canaux appropriés, tous efficacement enterrés dans votre système de service client. Patrick examina les données avec une alarme croissante. Des dizaines d'incidents où des passagers de couleur ou ceux sans marqueur de statut visible étaient traités avec mépris, suspicion ou hostilité pure et simple. Ce n'est pas seulement un problème de service client, poursuivit Léo. C'est un problème de sécurité, comme en témoigne la rapidité avec laquelle ma préoccupation concernant la fuite hydraulique a été rejetée. Lorsque les membres d'équipage portent des jugements basés sur les apparences plutôt que sur la substance, ils créent des angles morts qui peuvent avoir de graves conséquences. Je comprends, dit Patrick, son vernis professionnel se fissurant pour révéler une préoccupation sincère. Que attendez-vous de nous, monsieur Wilson? L'expression de Léo resta calme mais déterminée. Je veux la responsabilité et la transformation, pas seulement une déclaration de relations publiques ou une session de formation d'une journée. Un changement réel et mesurable dans la façon dont Aéro France traite chaque passager, indépendamment de son apparence, de son statut ou de ses origines. Patrick hocha la tête lentement, les pleines implications de la situation devenant claires. Il ne s'agissait pas seulement d'un incident inconfortable ou d'un passager mécontent, même un passager VIP. Il s'agissait d'un actionnaire majeur qui avait identifié des problèmes fondamentaux dans la culture opérationnelle et les protocoles de sécurité de l'entreprise. Nous devrions poursuivre cette conversation avec Jean-Luc, dit Patrick, faisant référence au PDG d'Aéro France. Il doit entendre cela directement. Je suis d'accord, répondit Léo. Parce que ce qui se passera ensuite dépendra entièrement de la gravité avec laquelle vos dirigeants prendront ces questions. Alors que Léo et Patrick poursuivaient leur conversation dans le terminal, les répercussions de l'incident se propageaient déjà à travers la structure d'entreprise d'Aéro France. Au siège de Wilson Global Investment, Sandrine Petit, 42 ans, chef de cabinet de Léo, avait reçu ces messages textes codés et immédiatement activé leur protocole de réponse. Une équipe dédiée se rassembla dans la salle de gestion de crise, de multiples écrans affichant les flux des réseaux sociaux, les alertes d'actualité et les canaux de communication internes. Léo a initié le protocole 7 sur le vol Aéro France 723, annonça Sandrine à l'équipe assemblée. Nous avons confirmation d'un traitement discriminatoire suivi de l'identification d'un problème de sécurité qui a été initialement rejeté. Le vol a été immobilisé pour maintenance. L'équipe se mit en mouvement avec une efficacité rodée, chaque membre comprenant son rôle sans avoir besoin d'instructions détaillées. Ce n'était pas leur première intervention d'audit de compagnie aérienne, bien que celle-ci semblait potentiellement la plus significative. La surveillance des réseaux sociaux montre 3 vidéos de passagers déjà téléchargées, rapporta un jeune analyste suivant les mentions en temps réel. 2 sur Twitter, 1 sur Instagram. Les premiers commentaires sont massivement en faveur du passager contraint de bouger, bien qu'il ne sache pas encore qu'il s'agit de Léo.
L'équipe juridique prépare les dossiers de documentation sur tous les incidents que nous avons enregistrés sur Aéro-France au cours des 24 derniers mois, instruisit Sandrine. Les communications rédigent 3 scénarios de réponse basés sur la réaction de la direction d'Aéro-France. Le responsable des relations réglementaires alerte nos contacts à la DGAC que nous pourrions déposer des rapports formels en fonction de la réponse d'Aéro-France. Pendant que l'équipe de Wilson Global se mobilisait, une crise parallèle se déroulait au siège social d'Aéro-France. Jean-Luc Dupont, 55 ans, PDG d'Aéro-France, était au milieu d'une réunion de conseil d'administration de routine lorsque son assistante de direction l'interrompit d'urgence avec une tablette affichant les vidéos virales qui commençaient à circuler. Jean-Luc regarda avec une alarme croissante la confrontation se dérouler. Le traitement méprisant de Léo, l'accommodement préférentiel de Nicolas, la préoccupation de sécurité initialement rejetée qui s'est avérée légitime. Et enfin, la révélation qui se propageait dans les cercles de l'industrie aéronautique que le passager impliqué n'était autre que Léo Wilson. « Mettez-moi Patrick Martin en ligne immédiatement », ordonna Jean-Luc, sa voix tendue par une panique contrôlée. « Et annulez mon emploi du temps pour le reste de la journée. » En quelques minutes, il parlait avec Patrick via une liaison vidéo sécurisée. La gravité de la situation devenait de plus en plus claire. « Il est là avec vous maintenant ?» confirma Jean-Luc, jetant un regard nerveux aux membres du conseil qui étaient restés dans la salle, tous observant avec des expressions inquiètes. « Oui, » répondit Patrick. Et Jean-Luc, il ne s'agit pas seulement de l'incident d'aujourd'hui. Wilson Global mène des audits systématiques de notre service depuis des mois. Ils ont des preuves documentées d'un schéma de traitement discriminatoire et de violation des protocoles de sécurité. À quel point est-ce grave ? Demanda simplement Jean-Luc. L'expression de Patrick transmit la sévérité. Assez grave pour qu'en tant que notre plus grand actionnaire, il puisse forcer des changements importants à la direction si nous ne gérons pas cela correctement. Jean-Luc ferma brièvement les yeux, traitant les implications. Dites-lui que je prends un avion personnellement. Je serai là dans 3 heures. En attendant, immobilisez tous les avions de la flotte pour des inspections de sécurité immédiates. Tous les avions ? Répéta Patrick, stupéfait par l'ampleur de la réponse. Tous, confirma Jean-Luc d'un ton sombre. Si une préoccupation de sécurité critique a été rejetée à cause de préjugés aujourd'hui, il pourrait y en avoir d'autres que nous avons manqués. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. Alors que Jean-Luc terminait l'appel, il se tourna pour s'adresser aux membres du conseil silencieux. Mesdames et messieurs, nous avons une situation qui requiert une attention immédiate. Léo Wilson de Wilson Global Investment a identifié de graves problèmes culturels et de sécurité au sein de notre exploitation. Il a été victime d'un traitement discriminatoire sur l'un de nos vols aujourd'hui. Et lorsqu'il a signalé une fuite hydraulique, sa préoccupation a été initialement rejetée en raison des mêmes préjugés. La salle éclata en murmures inquiets. J'ai ordonné une immobilisation de la flotte pour des inspections de sécurité, poursuivit Jean-Luc, levant la main pour calmer les protestations. Oui, ce sera coûteux. Oui, cela perturbera les opérations, mais l'alternative pourrait être catastrophique, tant du point de vue de la sécurité que de la gouvernance d'entreprise. Il se tourna vers le directeur de la communication de l'entreprise. Préparez une déclaration reconnaissant l'incident, l'immobilisation de la flotte et notre engagement à traiter à la fois les problèmes de sécurité et culturels identifiés. Pas de langue de bois, pas de jargon d'entreprise, juste une responsabilité directe. Alors que la machine d'entreprise d'Aéro-France se mettait en mode de réponse à la crise, Sandrine Petit reçut un autre message de Léo, réunion avec le PDG dans 3 heures. Documentation complète nécessaire. Préparez-vous à la mise en œuvre du plan si la réponse est inadéquate. Le plan a été l'intervention la plus complète de leur manuel de responsabilité d'entreprise, un remaniement complet de la direction et un programme de transformation culturelle que Wilson Global exigerait comme condition du maintien de leur investissement. Les enjeux ne pouvaient pas être plus élevés, tant pour Léo personnellement que pour les milliers d'employés et les millions de passagers dont la vie serait affectée par ce qui allait suivre. De retour à la porte d'embarquement, la situation évoluait rapidement. Alors que les passagers du vol 723 déambulaient, attendant des nouvelles, des agents de la sécurité de l'aéroport s'approchèrent de Léo et Patrick, menés par un Stéphane Duval au visage sinistre. « Monsieur Martin », commença l'un des agents, « nous avons reçu un rapport d'un passager faisant de fausses déclarations sur la sécurité de l'avion pour perturber les opérations. » Patrick parut stupéfait. « Quoi ? C'est complètement inexact.
L'équipe de maintenance a confirmé que la fuite hydraulique était réelle et sérieuse. Stéphane s'avança, son expression un mélange de défi et de désespoir. Le passager a fait ses déclarations seulement après avoir été impliqué dans un différend de siège. Il semble s'agir d'un comportement de représailles destiné à retarder le vol. Léo observa la situation avec un sang-froid remarquable, notant la rapidité avec laquelle le récit était réécrit pour le présenter comme le problème plutôt que le traitement partial ou le problème de sécurité réel. Agent, dit calmement Léo, le journal de maintenance confirmera que Philippe Bernard, votre mécanicien principal, a classé cela comme une fuite de fluide de classe 2 affectant des surfaces de contrôle critiques. C'est un fait objectif, pas une affirmation de passager. L'agent de sécurité hésita, clairement pris entre des récits contradictoires. Monsieur, nous devons prendre les dépositions de toutes les personnes impliquées. Veuillez nous suivre au bureau de la sécurité. Suis-je en état d'arrestation ? Demanda Léo directement. Pas pour le moment, mais... Alors je refuse de quitter cette zone, déclara Léo fermement. Je n'ai rien fait de mal, et les dossiers de maintenance confirmeront que ma préoccupation pour la sécurité était légitime et potentiellement vitale. À ce stade, plusieurs passagers du vol s'étaient rassemblés, témoins de ce nouveau développement. Léa Rousseau, 34 ans, qui était assise en 4B et avait assisté à toute la confrontation initiale, s'avança. « Essayez-vous sérieusement de débarquer l'homme qui a potentiellement sauvé toutes nos vies ?» demanda-t-elle à voix haute. J'étais assise juste derrière lui. Il a été traité horriblement par votre personnel juste parce qu'il n'avait pas l'air d'appartenir à la classe affaires. Puis il a repéré une fuite dangereuse que votre équipage a ignorée jusqu'à ce qu'un mécanicien confirme qu'il avait raison. Son éclat attira l'attention de plus de passagers qui commencèrent à se rassembler. Beaucoup avaient sorti leur téléphone, enregistrant la situation qui s'envenimait. Stéphane pâlit, réalisant que le désastre de relations publiques prenait des proportions exponentielles. C'est une affaire interne à la compagnie aérienne, tenta-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Non, ça ne l'est pas, vint la voix d'un autre passager. C'est une question de sécurité publique, et nous en avons tous été témoins. Un homme blanc plus âgé en 5C qui avait observé toute la confrontation se pencha en avant. Jeune homme, dit-il à Léo, sa voix se brisant d'émotion. Je vole depuis 50 ans, et j'ai vu cela arriver trop de fois. Merci d'avoir tenu bon. De l'autre côté de l'allée, une femme d'âge moyen hocha la tête en signe d'accord. Mon fils vit ce genre de choses tout le temps, ajouta-t-elle. Les gens ont besoin de voir ça. Les agents de sécurité échangèrent des regards mal à l'aise, reconnaissant clairement qu'ils étaient entraînés dans une situation qui devenait rapidement intenable. Pendant ce temps, les réseaux sociaux s'enflammaient déjà avec des clips vidéo de la confrontation initiale. Siège 3 était en tendance nationale, ainsi que Aéro France et Voler en étant noir. Les médias avaient repris l'histoire et contactaient les passagers pour des témoignages de première main. Patrick Martin, reconnaissant la situation qui se détériorait rapidement, s'interposa entre Léo et les agents de sécurité. Il y a eu un malentendu. Monsieur Wilson n'est pas seulement un client précieux, mais un actionnaire important d'Aéro France qui a identifié un problème de sécurité important. Il n'y aura plus d'implication de la sécurité ici. L'expression de Stéphane passa du défi à la confusion, puis à une horreur naissante alors qu'il traitait les mots de Patrick, en particulier, actionnaire important d'Aéro France. Actionnaire ? Répéta-t-il faiblement. Patrick hocha la tête d'un air sombre. Stéphane, je vous suggère de retourner immédiatement dans la zone de l'équipage. Nous discuterons de vos actions plus tard. Alors que Stéphane se retirait, les agents de sécurité se retirèrent également, laissant Léo, Patrick et une foule de passagers attentifs dans un cercle impromptu à la porte d'embarquement. Léo vérifia son téléphone, notant la propagation virale des vidéos et l'ordre d'immobilisation de la flotte qui venait d'être annoncé. La situation avait dépassé tout ce qu'Aéro France pouvait contenir ou contrôler. Le moment de vérité était arrivé. Léo Wilson se leva lentement, son mouvement délibéré et sans hâte. La zone de la porte d'embarquement tomba dans le silence, comme si l'air lui-même attendait ce qui allait suivre. Les passagers qui avaient assisté à la confrontation précédente regardaient attentivement, beaucoup enregistrant encore avec leur téléphone. « Mon nom est Léo Wilson », commença-t-il, sa voix portant clairement sans être élevée. « Je suis le fondateur et PDG de Wilson Global Investment. » Une vague de chuchotements se propagea dans la foule alors que les gens enregistraient le nom.
Certains reconnaissant immédiatement l'un des gestionnaires d'investissement les plus riches de France, d'autres cherchant rapidement sur leur téléphone et réagissant avec des yeux écarquillés. Wilson Global Investment possède 37% des actions en circulation d'Aéro France, ce qui fait de nous le plus grand actionnaire unique. Je siège au conseil d'administration de la société mère de votre compagnie. La révélation tomba comme un coup de tonnerre. Patrick Martin, bien qu'ayant appris cette information plus tôt, semblait encore physiquement secoué par la déclaration publique. À proximité, Stéphane Duval s'était figé sur place, le sang se retirant de son visage, alors que les pleines implications de son comportement précédent s'imposaient à lui. Depuis sa position près du comptoir du service client, Nicolas Moreau se redressa brusquement, son expression passant de l'irritation du retard à quelque chose approchant la panique. Il commença à reculer vers l'arrière de la foule, soudain désireux de se distancier de la situation qu'il avait contribué à créer. J'ai embarqué sur ce vol en tant que moi-même, pas en tant que VIP, pas en tant qu'investisseur, mais en tant que passager régulier qui a payé son siège, poursuivit Léo, son ton mesuré et délibéré. Et ce faisant, j'ai découvert exactement comment Aéro France traite les gens quand vous ne reconnaissez pas leur nom ou ne valorisez pas leur apparence. Il se tourna légèrement, s'adressant directement aux passagers rassemblés. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne concerne pas seulement un siège ou moi personnellement. C'est une question de culture qui juge la valeur des gens sur les apparences plutôt que sur le caractère ou la contribution. Une culture qui rejette les préoccupations légitimes de ceux jugés sans importance. Une culture qui, aujourd'hui, a failli entraîner un grave incident de sécurité parce qu'un avertissement valide a été ignoré en fonction de qui l'a donné. Les téléphones se levèrent plus haut alors que plus de passagers enregistraient ces paroles. Le moment était clairement historique dans ses implications. Aujourd'hui, on m'a demandé de céder mon siège légalement acheté simplement parce que quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait l'air de correspondre, le voulait. Quand j'ai refusé, j'ai été menacé d'être débarqué de l'avion. Quand j'ai identifié une fuite hydraulique potentiellement catastrophique, ma préoccupation a été rejetée comme une tentative de causer des problèmes. Léo sortit de sa veste une petite carte noire avec l'emblème de Wilson Global Investment. Il ne s'agit pas d'un siège, mesdames et messieurs. Il s'agit d'un échec fondamental dans la façon dont nous nous traitons les uns les autres, dont nous jugeons la valeur, et comment ces jugements créent des angles morts qui peuvent avoir de graves conséquences. Il se retourna vers Patrick. Monsieur Martin, votre PDG, Jean-Luc Dupont, est actuellement en route pour me rencontrer. En attendant, Aéro France a immobilisé toute sa flotte pour des inspections de sécurité. Une décision prudente compte tenu de ce que nous avons découvert aujourd'hui. Mais les problèmes sont plus profonds que les préoccupations mécaniques. Ils touchent au cœur de la culture de votre organisation. Stéphane Duval, qui avait essayé de se rendre invisible à la périphérie de la foule, se retrouva soudainement directement dans le champ de vision de Léo. Monsieur Duval, l'interpella directement Léo, le faisant se raidir. Vos actions aujourd'hui ne reflétaient pas des défaillances personnelles, mais un environnement culturel qui récompensait certains comportements et en pénalisait d'autres. Vous n'êtes pas le problème. Vous êtes le symptôme d'un problème beaucoup plus vaste qu'Aéro France doit résoudre. Stéphane déglutit difficilement, incapable de soutenir le regard de Léo. La reconnaissance publique de son rôle dans cette situation était clairement écrasante. Nicolas Moreau, ayant échoué dans sa tentative de s'éclipser discrètement, se retrouva maintenant coincé par des journalistes qui avaient commencé à arriver à la porte d'embarquement, attirés par les vidéos virales et les dernières nouvelles sur l'immobilisation de la flotte. Monsieur Moreau, est-il vrai que vous avez exigé le siège d'un autre passager malgré sa réservation valide ? Cria un journaliste. Pas de commentaire, marmonna Nicolas, levant la main pour bloquer les caméras alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule vers la sortie. Léo observa ce bref échange avec une expression pensive avant de se retourner pour s'adresser une fois de plus aux passagers rassemblés. À tous ceux qui sont affectés par la perturbation d'aujourd'hui, je m'excuse, mais je crois que ce dont nous sommes témoins, ce dont nous faisons partie en ce moment, est un moment important de responsabilité et de transformation potentielle, non seulement pour Aéro France, mais pour la façon dont nous abordons ces questions dans toute notre société. Une salve d'applaudissements spontanés éclata de la part de nombreux membres de la foule, des passagers hochant la tête en signe d'accord et de respect. Patrick Martin s'avança, traitant visiblement le changement sismique qui venait de se produire. Monsieur Wilson, au nom d'Aéro France, je tiens à m'excuser publiquement pour votre expérience aujourd'hui. Elle est bien en deçà de nos valeurs déclarées et du service que nous aspirons à fournir à tous les passagers.
Léo hocha la tête en signe de reconnaissance mais n'interrompit pas. Je m'engage envers vous et envers toutes les personnes présentes que cela sera traité de manière exhaustive, non pas avec des gestes symboliques ou des déclarations vides, mais avec des changements structurels et culturels significatifs, poursuivit Patrick, sa voix se raffermissant alors qu'il parlait. Alors que le rassemblement impromptu commençait à se disperser, les journalistes approchèrent Léo pour des commentaires, mais il déclina poliment les interviews immédiates. Il ne s'agit pas de publicité, expliqua-t-il. Il s'agit de créer un changement durable. J'aurai plus à dire après avoir rencontré la direction d'Aéro France. La révélation, à la fois de l'identité de Léo et des problèmes profondément enracinés dans la culture d'Aéro France, avait irrévocablement changé la dynamique. Ce qui avait commencé comme la prise de position d'un passager contre un traitement discriminatoire avait évolué en un moment décisif pour la responsabilité d'entreprise et la transformation culturelle.